Merci Sian. Sur cette bouffée optimiste, nous allons nous adresser maintenant aux opérateurs actifs sur la partie commodities et notamment sur la filière cacao, comment cette filière s'organise et quels sont les acteurs de la supply chain. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous deux acteurs complémentaires, notamment M. Messak Noah, qui est le patron de Niamejao au Cameroun et qui opère dans le négoce et dans la transformation, et M. Gan Coulibaly, qui est patron d'ACE Global, qui opère dans le collateral management. Monsieur Messak Noah, votre structure est une structure camerounaise historiquement familiale depuis plus de 50 ans. Le cacao, qui représente plus de 25% des exportations du pays et dont le marché demeure dominé par des opérateurs agro et des traders industriels mondiaux. Votre structure vient d'opérer un shift stratégique du négoce vers la transformation, localement, du cacao à travers un partenariat public-privé. Qu'est-ce qui a motivé aujourd'hui, Monsieur Noah, ce shift vers la transformation? Quels sont les challenges majeurs que vous avez relevés? Et quels sont les indicateurs de votre nouvelle activité qui quantifient la valeur ajoutée créée à travers la transformation? Bien, merci. Si je devais répondre par une boutade, je vous dirais que la principale raison, c'est que dans notre famille, on n'aime pas les zones de confort. On n'aime pas les zones de confort. Je veux dire, après 50 ans, on a dû changer beaucoup dans nos activités. Le papa avait commencé avec une plantation de café. Il a acheté une petite usine de décortiquage. Et quand j'ai fini ma carrière en banque, je suis venu développer la filière cacao, mais dans le trading. Au bout de 10 ans, on était déjà dans le top des exportateurs de fèves de cacao et j'ai commencé à m'ennuyer. Et j'aime pas les zones de confort. Donc on a commencé à faire des recherches. Mon père m'a transmis le trading et j'ai demandé à mon fils qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine étape. Donc, on a pensé à donner de la valeur en transformant les fèves. Ben, quand on a dit ça, être exportateur ne fait pas de vous un bon industriel. Et je pense que les banques ont cru en moi, très honnêtement, et ils m'ont donné un accord de crédit dans les 6 mois que j'ai fait la demande. Et en lisant l'accord, je me suis rendu compte que c'était plutôt une fiche de route. La fiche de route a pris 5 ans pour aboutir à un projet de maturité. Alors, quels sont les principaux défis que nous avons eu à relever? Je veux dire, quand on parle d'industrie, il faut garantir l'approvisionnement. C'est la première étape, c'est bêta. Ensuite, il faut garantir les ventes. L'approvisionnement, c'est peut-être pas aussi difficile que ça, mais ça demande de le structurer pour le garantir, non pas sur le court terme, comme on fait dans la fève, mais sur le moyen terme, parce que l'usine s'est appelée à durer sur le terme. Donc là, il y a un travail qui a été fait, on va en parler. Alors, le plus compliqué, c'était le marché international. Nous avons eu beaucoup de lettres d'intention des acheteurs qui disaient « Parfait, on va venir acheter chez vous, montez vite l'usine ». Mais à la fin, ils laissent passer une petite phrase, sous réserve que l'audit de la qualité se passe bien. Alors, c'est un détail, mais c'est vraiment le détail important. Parce que quand l'acheteur vient faire son audit, il vérifie un certain nombre de paramètres. Et le paramètre le plus, parfois quand on n'y pense pas, c'est le paramètre de l'hygiène. Parce que le produit qui part de chez nous va directement à la consommation sur le marché international. Je peux vous dire, les fèves, ils ont des outils pour aménager là-bas quand ça arrive. Mais les produits qui sortent de chez nous directement pour le marché, il y a quand même des circonstances qui doivent vérifier comment sont les toilettes, là où on fabrique ce produit, comment se comportent les ouvriers qui travaillent, comment ils sont habillés, les soins de santé et tout ça. Je veux dire, ce n'est pas tout à fait anodin. Alors, ça nous a pris 3 bonnes années pour comprendre qu'il fallait travailler sur l'aspect marché. On est parti de lettre d'intention, on a dit OK, maintenant on cherche quelqu'un qui va nous garantir, nous éviter les problèmes de contrôle de qualité. Alors, comme les opportunités sont toujours sur le chemin quand on travaille, on a rencontré donc un industriel de premier plan, le groupe Transmar,
qui était aussi à la recherche d'une porte d'entrée au Cameroun, après avoir couvert le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria. Il restait la porte du Cameroun. Et je pense que ce qui nous a aussi aidé, c'est que l'État camerounais, entre-temps, avait vu qu'on tournait un peu en rond et nous ont donné l'opportunité dans un programme, ce qu'ils ont appelé le programme Agropole. Alors, je veux dire, la mariée commençait à devenir belle. Parce que le programme Agropole, c'est quand même 5 millions d'euros d'investissement en termes de subventions que l'État nous a donné et qui couvre tout un champ qui fait que l'investisseur est intéressé. Bien. Donc, on avait Transmar qui achète. On a l'État qui nous soutient en termes de QG. Voilà. Donc, alors, quels sont les résultats? Quels sont les résultats? Je vous donne des chiffres. Nous sommes arrivés à mettre un projet sur place avec un accompagnement de l'État sur un volume de 5 millions d'euros, reparti sur la partie dite infrastructure sociale, c'est-à-dire les routes. C'est-à-dire qu'il fallait aménager l'accès pour entrer sur le site. L'État l'a mis dans son budget pour à peu près 200 millions de francs CFA. Il fallait soutenir aussi l'activité industrielle. L'État a mis du budget, 1,6 milliard de francs CFA. Et il fallait aussi soutenir la chaîne de production. L'État nous a soutenus en donnant 800 millions de francs CFA. Mais ce n'est pas tout. On est parti jusqu'à l'accompagnement dans la formation, dans les 3 domaines, c'est-à-dire production, exportation et transformation. Mais ce n'est pas tout. La bonne nouvelle, c'est que Transmar nous a amené tous les dispositifs du marché, nous évite des contrôles qualité parce qu'ils ont un off-tech sur un long terme. Mais la valeur ajoutée, c'est que Transmar aujourd'hui couvre le champ du marché aux États-Unis et en Europe et s'est associé avec Hitoshi, c'est 125 000 personnes à Hitoshi, qui couvrent tout le marché d'Asie. Donc, du Cameroun, on couvre l'Asie, on couvre l'Europe et on couvre aussi toute la partie américaine. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de comprendre que nous avons pensé aussi à nos faiblesses dans la partie production. Et pour cela, on a fait appel à des organisations telles que le GIZ, la coopération allemande, qui est venue s'associer avec nous dans une entente pour nous aider à accompagner les producteurs. Dans cet élan. Voilà, les producteurs. Et le PNUD aussi est venu nous aider en nous mettant en contact avec une entreprise indienne dans la télécommunication pour nous aider à collecter les données dans les campagnes et à les analyser pour vraiment avoir une bonne approche de la situation. Dans les 10 prochaines années, nous pouvons Monsieur Noah, payer $1 milliard d'achat aux fournisseurs. Nous pouvons donner à peu près 182 millions de dollars à tout ce qui est personnel, parce que l'emploi vient avec, à tout ce qui est impôt. Et pour finir, on peut donner 142 millions de dollars à tout ce qui touche les entreprises de prestation de services et tout ce qui tourne autour. Voilà. merci Monsieur Noah. Monsieur Gang Coulibaly, vous opérez dans le domaine du collateral management, de la gestion du risque et de la sécurisation des transferts des flux sur la chaîne de valeur agricole. Quelle est la contribution de ces leviers dans le renforcement de l'infrastructure agricole et dans quelle mesure ils soutiennent l'intégration et la modernisation de cette chaîne? Alors, merci beaucoup, Mme Charadi. Effectivement, pour ce qui est de ACE, nous intervenons sur fondamentalement tout ce qui est chaîne de valeur, depuis la prise en charge au niveau des transitaires, l'entreposage également et le transport. Mais pour être laconique, aujourd'hui, mon intervention portera principalement sur 2 aspects, l'entreposage et le pesage. Pour nous, l'entreposage, c'est primordial, dans la mesure où, par le passé, on recevait des produits dans des entrepôts non conventionnels, donc il y avait systématiquement des prises d'humidité. Et ces prises d'humidité avaient une incidence sur la qualité, et on se retrouvait avec des produits, du moins, à l'exportation qui ont germé. Je prends le cas du cacao, tout simplement. Alors aujourd'hui, avec notre système, on ne rentre pas dans un financement tant que nous n'avons pas fait une inspection d'entrepôt et révélé qu'effectivement cet entrepôt répond aux normes internationales.
Donc vous pouvez avoir les plus beaux intrants, vous pouvez avoir les plus belles, en termes les plus belles semences, vous pouvez avoir également les conditions de pluviométrie les plus importantes, mais tant que l'entreposage n'est pas maîtrisé, vous n'aurez rien fait. Donc pour nous, c'est un élément qui est capital. Le second point, c'est le paysage. Nous nous sommes rendus compte qu'en Afrique, la plupart des produits que nous avons, nous exportons, et tout ce qui est recette de vente est indexé sur le poids. C'est extrêmement important de pouvoir maîtriser le poids. Malheureusement, nous sommes dans 46 pays, heureusement pour nous, malheureusement pour les États, dans la mesure où, lorsque ces produits arrivent dans des pays où nous sommes, on se rend compte que la disposition de poids à l'arrivée est différente du poids à l'origine. C'est dû à quoi? C'est tout simple. C'est parce que nous n'avons pas des éléments de paysage qui répondent aux normes internationales. Alors notre révolution aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre à la disposition de ces pays-là des capteurs, je dis des pompes bascules avec des capteurs d'inviolabilité. Donc c'est à cela que nous sommes en train de nous mettre en termes d'activité. Et nous osons croire que nous serons accompagnés par l'ensemble des pays, non seulement les pays de l'Afrique de l'Ouest, mais surtout les pays du Sud, comme on le dit, dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur. Nous avons eu le plaisir d'avoir en cérémonie d'ouverture, pour la première fois, l'imminent représentant d'un grand pays africain, le Nigeria, M. Tony Elomolo, et afin de tirer pleinement profit de l'expérience réussie de ce pays, et notamment en financement, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous M. Medzo Nwuneli. Mr. Nwuneli, maybe you can switch in English? Yeah. Maybe you can remove your headset? You are the managing director at Sahel Capital, which runs today a target $1 million agriculture-focused investment fund aimed at small and medium-sized agriculture producers in Nigeria with a concrete track record in building businesses and addressing issues in agribusiness. What could be, Mr. Nwuneli, or what are innovative and efficient private funding mechanisms to develop, to figure out, to sustain the African agricultural dynamics, and especially for small and medium-sized companies? Je voudrais parler en anglais, s'il vous plaît. Ce sera plus facile pour moi. There is a huge funding need for this sector. In Nigeria alone, there's $12 billion that's required to be invested in agriculture in Nigeria. But many agriculture businesses have a hard time accessing this capital, and in particular, the very small businesses, SMEs within the country. Now, the key question is, why should there be funding for this sector? What would the benefits be if there's increased funding to agriculture? One was spoken about earlier is migration-related, because the funding for this sector goes to rural communities within many of our countries, creating jobs in those communities so people are not migrating rural to urban centers or within our cities to Europe, but also drives and creates growth that keep people and anchor people to those communities. Secondly, there are stability for economic growth. For those countries that are resource dependent, having lots of investment within agriculture helps stabilize that growth. And the third key issue is food scarcity. At the rate that our populations are growing, it is absolutely critical that we address our food requirements. Now, there are 5 different key areas where groups can access funding. One of the standard ones is commercial banks, of course. And Monsieur le Ministre mentioned collateral is a key issue for many firms looking to access financing. But for many of the banks, they view this sector as very risky, and as such, a very small portion of their portfolio is within agriculture. In Nigeria, it's less than 5%. Now, it's interesting to me that many banks consider agriculture risky, when if you look at the oil and gas sector, for those banks that lend to firms at $100 per barrel, many of them are writing off huge amounts of loans in their portfolios just because of the impact over the past year. Meanwhile, if they invested in agriculture, it would have been a very different dynamic. A number of development banks are also very focused on this space. The Africa Development Bank is a key one that has spent quite a bit of resources here in Morocco and across the continent. And the more resources from development agencies like the Africa Development Bank go to regional initiatives, regional agriculture, strategic plans, I think we'll all benefit from that allocation of resources. There's also capital available from foundations, from a lot of other institutions which are grant-like, which many people are not aware of.
There's the African Enterprise Challenge Fund based out of Kenya, which has funding from AGRA. And there's also DFID, the UK Development Group also allocates quite a bit of money to the sector. So to the degree subsidized grants like capital, but not just the financing, there's a lot of technical assistance that they also provide to people in this sector. The fourth bucket of funding available for people in the sector is private equity funds. And in particular, I manage a private equity fund in Nigeria just focused exclusively on agriculture. In our case, we have funding from the Nigerian government, we have funding from the German government, as well as private sector investors and DFIs is a public-private sector partnership, and we invest across the value chain. But unfortunately, we only do 3-4 investments a year, but there's more funding that is needed to funds like us to be directed to this space. The last area, which I believe is absolutely critical for financing in this sector, is agriculture insurance. And this should be the backbone of any agricultural policy in our countries. If you look at the US, 80% of US farms have agriculture insurance in some form. This is crop insurance, livestock insurance, yield-related, revenue-related. And what that means is if there are periodic disasters or hiccups along the way, farmers are protected. And it's absolutely critical that as part of our initiatives and our planning, we look at how can we leverage agriculture insurance in a more dynamic way to support our farmers and businesses within this space. Thank you. Dr Louafi, vous êtes directrice générale de ICBA, International Center for Biosaline Agriculture, à Dubaï. Je souhaiterais vous interpeller sur un thème qui n'a pas été abordé dans le panel. Un certain nombre de pays, tels que le Brésil, la Malaisie ou la Thaïlande, ont fait de l'agriculture et de l'agro-industrie un vecteur phare de leur développement économique avec un investissement fort dans la science et la technologie comme source dynamique de compétitivité. Dans un contexte africain, et ça a été cité tout à l'heure par Simawa Namziane, où les conditions de production ne sont pas toujours optimales, quelles sont les innovations techniques et organisationnelles à opérer pour accompagner la transformation africaine, notamment dans l'agriculture? Merci beaucoup, Fatiha. Excuse me. Maybe you can feel comfortable to switch in English if you do so. En premier, je dirais juste un mot en français. Merci infiniment, Fatiha. C'est vraiment un plaisir d'être de retour chez moi au Maroc. Et c'est vraiment intéressant de voir tous ces gens de l'Afrique et d'autant plus pour un forum qui est très, très demandé. Je crois vraiment que c'est le moment. I'm going to switch to English. I'm so sorry, guys, but I feel more comfortable talking technical words in English. So actually, I feel very, very positive myself. So I'm going to talk about innovation. But before that, what I want to say, it's something that I have seen across the world. I feel Africa coming, finally. I could see it in every meeting I go. It's not like 10 years ago. It's not like 20 years ago. It's really, I could see African leaders talking in so many events. And I could see them right here. Many of you are CEOs. Many of you are leaders in your own communities. And that's really nice. So if we look at the evolution of the world and humankind, we have moved because we needed to. So right now, we are at a crisis. And the crisis is big. The numbers were cited by you, Fatiha. They were cited by the Minister of Agriculture, by the Minister of Foreign Affairs, by the ministers, many ministers. So we are at a crossroad where we need to move differently, when business model has to change. So if I look at the evolution, and I love history, and I love really anthropology, is that we had the agrarian era, and that's how human beings start doing agriculture. We got the industrial, and now we are at the technological era. And when you say technology, you say innovation. So it's about time we are at the best time to innovate, and everybody is looking at Africa, because Africa is one of the only continents that has a lot of resources that has not been used, be it human resources, or mining, or agriculture, or arable land, and what have you. So I think we are at a very good. So the question is, what innovation? Is it only technological? Is it structural? Is it both? So I would argue we need both. We do the agriculture and the technology, it's a must. And the minister and many other colleagues mentioned the yield gap. The yield gap in Africa, it's huge. So through Intern, through many other things, we could get that gap. And by only producing, instead of 2 tons per hectare of wheat to 10 tons per wheat, or barley, what have you, or other crops, we could make a huge difference. We could contribute to the food security.
The other structure the other innovation I see crucial and very much needed, it's a structural change and innovation. We tend to do in the rural area only agriculture. We move to the urban setting, and then we have everything else. And that's what it does. It keeps the farmer being poor. And that's what we have seen over decades and decades and decades. If we want to be more logic, if we want to be more efficient, if we want to eradicate poverty, which is SDG 1 in the Sustainable Development Goals, we have to change the modus operandi. So if we want to change that business model, what about if we start a rural transformation? What about we start investing in a rural area with an idea that, hey, guys, they can't be only at the upstream of the value chain. Let's move the whole thing towards them. Let's do agricultural production, let's do processing, and then move it toward the urban. And that will require a huge movement and a huge investment. It requires willingness from the policymakers to do it. And I think they have no choice. If we want to do SDG 1 and SDG 2, we have to get there. The second one, it requires investment. And I would like really to go in what our colleagues talk about investment, especially the latest one, the latest intervenant. It's the investment has to come from private sector. We can't really rely on the public. You talked about Brazil. Brazil is about $1 billion in research alone in Embrapa. That's one country, one public organization. If we look at the whole numbers, I have the number from 2013. What we are investing as a whole in research, and I am talking only about research because my organization is a research, and because I believe research will have to carry on and move with this innovation, structural changes, and innovative technologies that we have to bring. We are investing as a public sector $32 billion. The private sector is investing only $16 billion in a year in research and agriculture. If you look at healthcare, if you look at technology, the whole private sector, it's investing about $647 billion per year in 2013. So the question that came, and I would like really the private sector to tell me, why are they not investing in agriculture? Especially our colleague is saying it's more sure than the gas or the petrol business. So why the private sector is shying away? Why don't we move them to the value chain and ask them, tell them, guys, if you invest here, this is how much you're going to get. Please invest in agriculture. So this is, I think, it's a debatable question. But I think there is a lot of value to look into it, and we should talk to the private sector. We should understand why they are shying away, bring them on board, facilitate for them. But unless we do the private sector investment, we wouldn't move, and we wouldn't get to the food secure of 2050 that everybody is talking about. Thank you so much, Dr. Louafi, for this insightful intervention. Monsieur le ministre, vous avez abordé tout à l'heure des initiatives qui ont été déjà entreprises par le Burkina dans le cadre de la réglementation, dans le cadre des partenariats publics-privés. Quels sont aujourd'hui les outils institutionnels, réglementaires et juridiques à mettre en place afin de garantir un cadre d'investissement sécurisé et attractif au niveau du continent? Merci. Et quand on parle de PPP ou de partenariat public-privé, on a tendance à un effet de mode. Tout le monde en parle et on ne sait pas trop quel est le contenu qu'on met dans ce dossier-là. Je voudrais vous rassurer qu'au niveau du Burkina Faso, on en parle aussi, mais avec un ton plus sérieux. Nous avons les textes. Il y a une loi qui a été votée en 2013, la loi 0020, en mai 2013, qui a été votée pour mettre en place le cadre institutionnel, juridique, pour que le Burkina Faso puisse aller à ce partenariat-là. Mais il faut aller au-delà des textes, parce que vous savez que dans la plupart de nos pays, on prend des textes, et souvent ces textes restent dans les tiroirs. Dans la plupart de nos pays, on prend des textes, et ces textes, on ne les exploite pas suffisamment, ou du moins, on n'en prend même pas en compte dans l'exercice des missions ou dans l'exercice du pouvoir. Alors, c'est pour dire qu'au Burkina Faso, comme tout le monde connaît notre histoire, le Burkina Faso est en train de renaître de ses cendres. Après une élection transparente
et que tout le monde a apprécié, aussi bien au niveau de l'Afrique qu'au niveau international, le Burkina Faso a beaucoup de défis. Et le Burkina Faso est conscient que tout seul, il ne peut pas relever ces défis. Et je pense que notre présence à ce forum, c'est pour aussi faire un clin d'œil à tous les partenaires qui peuvent nous accompagner dans notre développement, à tous ceux qui ont une certaine expérience en la matière, pour que nous puissions aller ensemble. C'est pour cela que je dirais que le Burkina Faso, avec la volonté politique, parce que notre président a décidé de construire un Burkina Faso nouveau en s'appuyant forcément sur l'aspect, le capital humain et en s'appuyant sur les secteurs de production. Alors, nous avons besoin de ressources, nous avons besoin d'accompagnement. Nous attendons à ce que, dans ce forum, nous puissions rencontrer des partenaires qui pourront effectivement prendre en compte nos desiderata, nos besoins et voir dans quelle mesure nous pourrons avancer ensemble pour le bonheur de tous. Alors, je voudrais prendre une image pour répondre à votre question qui demande s'il y a un cadre sécurisé attractif. Le Burkina Faso aujourd'hui est comme une fiancée, bien parée avec tous ses bijoux, ses beaux habits, qui attend le prince charmant pour venir le conduire en noces pour le bonheur durable. À bon entendeur. Merci, Monsieur le Ministre. Je reviens vers vous, Sioul Titi, et je vous demanderai, suite à la demande des organisateurs, d'être réellement très bref dans vos interventions, dans la limite du possible. Le modèle de la COPAG aujourd'hui, Sioul Titi, ayant fait ses preuves de développement durable et inclusif, comment est-ce que c'est possible de pouvoir exporter, voire adapter ce modèle dans le cadre de la coopération sud-sud avec nos partenaires africains? D'abord, je crois qu'il y a le rôle de l'État. Il faut que le pays concerné fait de l'agriculture l'une des principales priorités. Et le cas du plan Maroc vert marocain est là pour confirmer ça. C'est devenu un levier extraordinaire pour relever le niveau. Donc d'abord, c'est l'affaire de chaque État de donner la priorité à l'agriculture pour le développement. Ensuite, il y a deux façons de faire. S'il s'agit des coopératives, moi je pense que ça c'est le rôle de chaque État de mettre en place les organismes étatiques pour former les gens, pour les encadrer, pour les conseiller à former les coopératives, à les accompagner pour un début ou déjà accompagner les coopératives existantes pour leur développement. À partir de là, notre expérience est à la disposition de nos frères africains. Si on voyait organiser des visites des leaders de coopératives pour voir comment on fait. Aussi l'envoi de techniciens en période de stage, une semaine ou un mois, dans tous les aspects de l'agriculture que nous faisons. C'est la meilleure façon. La deuxième, c'est dans le cadre de l'agrégation. Là, il faut chercher des investisseurs qui sont intéressés à installer des unités de valorisation là où il y a un potentiel de production agricole. Et là aussi, il faut qu'il y ait des facilités de l'État concerné pour faciliter aux gens le fait d'installer des projets comme ça. Et petit à petit, le transfert de savoir-faire, il se fait de façon spontanée. Merci, Sioul Titi.